Les doy la más cordial Alors, bienvenida en au nom de nombre toute del l'équipe, equipo. je vous souhaite la plus cordiale des Esta sesión bienvenues. corresponde al Cette primer session módulo correspond au de premier module introducción d'introduction. inmunidad transversal. Nous Vamos allons a maintenant iniciar donc la vida commencer correspondiente cette a la segunda deuxième semana, semaine de que tratará formation sobre el et nous enfoque allons nous de concentrer sur resiliencia une approche basée a sur la cargo de la résilience profesora Verónica avec le Urtubia, professeur Universidad Católica de Véronica Milán. Urtubia Entonces, de por el l'Université momento le damos catholique la de bienvenida a Milan. Verónica, agradecidos por su Merci presencia. à Madame Urtubia et merci à vous tous de votre Gracias, présence. gracias Diego Merci por la Diego, merci pour cette presentación. Entonces, hoy vamos a hablar présentation. de tres Nous allons conceptos. maintenant parler de trois concepts. Nous allons Vamos a hablar donc de tutores o de parler de tuteurs et facilitadores de facilitateurs y et nous vamos allons a también également hablar sobre parler riesgo y de factores de risques protección et de facteurs y de recursos protection. para la resiliencia. Que Alors, digamos, la última parte son como estas nous allons donc herramientas que parler tiene el des instruments, facilitador des outils para dont poder dispose le promover o facilitateur activar los pour procesos de pouvoir resiliencia. ¿Ok? enclencher le Entonces, processus de voy a résilience. compartirles la pantalla. Alors maintenant, je vais essayer de partager mon écran avec vous. Très Ok. bien. Alors, Resiliencia. résilience. Atención, Alors, resiliencia la no es un résilience concepto ya n'est pas un fijo concept y definido. défini de façon Por lo stricte tanto, et ustedes définitive. pueden encontrar en literatura La distintas résilience versiones de lo embrasse que es différentes resiliencia. versions et Esta concepts. es la definición que usa, sobre todo que usamos Alors con Vice là, je vais y me que concentrer sur la resume lo que son définition las utilisée ideas de avec le distintos lycée, autores. qui est, disons, un résumé de différents Puede concepts ser como la énoncés capacidad par de un grupo de plusieurs una auteurs. persona La para crecer résilience est la y capacité d'une desarrollarse, personne ou d'un groupe ¿cierto? Seguir à proyectándose. No es se simplemente développer, à continuer, à se adaptarse, projeter son pleinement adaptarse, sino malgré seguir la présence de conditions de positiva, vie porque digamos, difficiles, ¿no? Frente a condiciones de vida difíciles o d'événements incluso déstabilisants et même de esta definición la vamos a traumatisme. seguir tratando, vamos a seguir Alors nous allons profundizando approfondir de ella. cette définition. ¿Sí? Ok, ok, chao. Alors, ¿Qué cosa es y qué que no veut dire es résilience resiliencia? et Entonces, qu'est-ce yo qui quiero n'est una serie pas de fotografías résilience? que me indican Alors voilà, avec cette image, nous que allons essayer de mieux no comprendre. Alors, resiliencia. Si uno escribe, yo moi, los invito a je hacer vous después la invite prueba, ensuite escriban en à Google resiliencia faire y van a ir un viendo lo que test, aparece. c'est-à-dire vous allez chercher Generalmente sur la Google resiliencia résilience asocia et vous allez voir que très souvent, ce sont des imágenes images como comme esta, celle-ci qui vont apparaître sur votre que están écran. relacionados con Donc, el, résilience est souvent associée el alcanzar el éxito, ¿no? El llegar a la à, cima, au succès, à la hacer réussite, algo que parecía l'arrivée absolutamente à la imposible. cime. El Donc, ser être ganadores, ¿no? vainqueur, Una posición de gano. comme nous pouvons voir sur Y eso no ces, es resiliencia. ces photos. Vamos a ir Mais viendo en fait, la mucho más résilience, ce n'est pas compleja. ça. Et ce n'est pas non plus ça. Y tenemos de nuevo una imagen que nos Là, recuerda un nous avons poco lo une image mismo, qui reprend un nos petit peu le recuerda même concept. un hacer cosas imposibles, Faire nos des recuerda choses un gran impossibles, esfuerzo. beaucoup d'efforts, ¿No? beaucoup de La imagen travail. estaba sola, saltando. En Et esta donc, imagen dans cette vemos image, nous al voyons un escargot solo, tout seul pasando de un lado a otro. Entonces dans une siempre entreprise très se tiende difficile. a relacionar con esta cosa de Et la donc, on soledad, associe très souvent résilience avec la solitude. de mi esfuerzo, ¿no? Solo gracias a Alors, mi donc, esfuerzo, on dirait que ce n'est que grâce à mon effort, à mon y a travail, que je vais veces no es réussir, que je vais m'en sortir. Et là, nous avons ¿cierto? une autre image O qui esta otra reprend un imagen petit que peu le tenemos même la concept. chica que va a Donc, atravesar, va a poner la escala voilà para cette jeune atravesar. fille qui Entonces, prend la une resiliencia échelle solamente es un pour problema, ¿no? traverser Como paso de un lado al otro, pongo la escala, resuelvo el le problema. gouffre. Donc, Y la c'est de verdad que cette façon que je vais resiliencia résoudre es
ou elle va solución de résoudre problemas. son problème. Es algo mucho más Mais la complejo. résilience est quelque chose de beaucoup plus No es complexe. es Et una là, nous fotografía de una avons farmacia, une como si fueran pharmacie gotas de resiliencia, como si et fuera una nous medicina. pourrions comparer Tampoco dans es ce una cas la medicina, es résilience una varita mágica. à un médicament, des gouttes de résilience Que lo tengamos claro desde un principio. que je vais Por lo prendre pour mismo, résoudre porque no mon es problème. magia, no es una fórmula matemática, Donc, es que va a ir cambiando de un mais en contexto fait, a otro, de ce una n'est pas une persona formule a otra. mathématique. Entonces usted me va a decir, Alors, ok, très bien. entonces, ¿es resiliencia? Resiliencia Alors, es un concepto mucho la más rico y mucho résilience más est complejo. en fait un concept Engloba beaucoup un plus riche, beaucoup aprendizaje. plus complexe. No es solo alcanzar el éxito, Ce n'est es pas un seulement le aprender, succès es ou un arriver crecer. au succès, la Aprendizaje y réussite, crecimiento me llevan a una transformación, mais la pero es una transformación résilience est une positiva, transformation una transformation transformación positive, de mis objetivos de vida incluso. un processus qui Aquí, va se usando dérouler esta imagen, porque me sur gusta, un certain podemos période ver dos de ma cosas vie. en esta imagen. Alors là, nous avons une image Podemos ver, très significative, un gato, c'est un chat ¿no? O un ou bien une tenedor. fourchette. La verdad es que, claro, esto era un À tenedor l'origine, c'était que une quizás, fourchette ¿no? qui, à un certain se point, rompió, se quebró, s'est etcétera. brisée Y en vez de ser botado a la et basura, au lieu se de jeter recicló, ce bout de, se de reinventó, fourchette à la se poubelle, transformó en algo cette absolutamente partie de la fourchette a nuevo. été transformée et est devenue quelque Transformó, chose de tout à fait paró para que siguiera siendo un tenedor, sino nouveau. transformó. En este caso, en un gato, en una Et là, joya, nous avons un chat et un bijou en entonces, même temps. para eso era Et donc, necesario ir más allá cela a del demandé objeto d'aller para au-delà ser de coherente. l'objet Bien, lui-même era necesario un cambio de et le mirada, como transformer à travers un nouveau Stefan regard. Ballester, ¿no? Un cambio de Donc, un mirada, a no changement quedarme solo con lo dans le negativo, sino que regard. también ver ese 50% de recursos, Et de donc, cosas cela positivas demande que donc tiene el otro. d'utiliser nos ressources Y positives. también Là, el nous avons plato, un autre ¿no? exemple, une De assiette, piedra, en vez de intentar pegarlo assiette brisée, como et au lieu si nada d'essayer hubiese de la sucedido, se hace de la coller de façon mismo à ce solo. qu'on ne Por lo s'aperçoive de tanto, rien, ici, las par contre, on cobran l'a un valor y collée hace avec que ese de punto sea l'or, único. de façon à mettre en Entonces, évidence por eso les ver en relación fissures. esta imagen nos dice mucho más Et sobre donc la là, nous avons une resiliencia, idée un ¿no? peu La plus imagen claire que de les ce que mostré antes, signifie ¿no? effectivement résilience. Con el corazón roto, Et la même que en vez chose de ici avec pegar ce su cœur corazón para que fuera brisé, completamente igual, ¿no? au lieu a d'essayer de antes, recoller lo les que deux hace es parties du cœur convertirlo, brisé pour transformarlo avoir en à algo nouveau distinto, le même en cœur, alas ces deux para parties seguir. sont transformées en elles. Estas sí son imágenes Donc que voilà des images nos qui hablan nous aident à mieux justamente con comprendre ce que signifie résilience. la persona que navega en Et là, un nous mar avons aquí par en contre quelqu'un qui est en train de naviguer pero dans que une situation de mira tempête, hacia el horizonte et, del corazón. mais au loin, elle aperçoit des cœurs. Y lo Donc, podemos relacionar con c'est lo que ça. dice Cyrulnik Et dice c'est que un peu ce que nous dit la resiliencia es Cyrulnik, de navegar entre c'est-à-dire torrentas. savoir naviguer dans la tempête. No significa resolver Cela ne problemas o signifie pas nécessairement una solución de résoudre problemas, tous les problèmes, trouver des solutions à tous les problèmes, aprender a mais enfrentarlos, cela aprender a signifie apprendre aprender à a transformarlos. affronter Y por lo mismo, les Ana difficultés. Forest y Jordi Grané, otros Et puis, il y a estudiosos, deux autres auteurs, dicen Forest que et la Granet resiliencia également, es el arte de qui generar nous disent oportunidades. que la résilience, c'est être capable de créer, de générer des opportunités, Usar este 50-50, esta c'est-à-dire mirada positiva, adopter ce regard generar positif nuevas oportunidades de crecimiento que quizás et voir quelles sont nunca les hubiese podido possibilités ponerme antes de d'épanouissement, de ese evento. croissance que j'ai devant moi malgré les Me difficultés. rasgo. Ahora, Alors, lo que yo quería explicarles en ce que esta je parte, souhaiterais vous expliquer me voy a maintenant, tomar solo 10 minutos, así que là, je vais ténganme paciencia, por consacrer favor. 10 minutes à cette explication et je vous Quiero demande d'être hablar patient. sobre
una revisión Alors, temporal revoir un del petit peu concepto l'histoire quería de hacer la ahora. résilience et l'évolution du concept ¿Cómo? de résilience dans le temps. Porque el concepto nace, Ce concept, para poder entenderlo, es necesario ver cómo ha ido pour être cambiando a lo compris, largo de entonces, demande qu'on los años 70, connaisse également digamos, son évolution de todos los estudios y de todas las et intervenciones, connaître toutes les estamos en lo études que es la qui ont été vulnerabilidad. réalisées à ce Entonces, sujet. Alors, no sé cómo se traduce je en ne otros, sais aquí las traductoras, pas por trop favor. comment vous faire comprendre. Nous avons un En español proverbe dice, chez hay un nous dicho, que es ladrón, hijo de ladrón, qui ¿no? dit voleur, fils de voleur. Lo que iba este focus en la vulnerabilidad era Et que si donc, tú prácticamente nacías o vivías, ¿no? cela veut en una dire en situación fait que si determinada, on essaie et esa te iba a on marcar vivait para siempre y dans ibas un a contexte perder la déterminé, vulnerabilidad, poder on allait cambiar. répéter les mêmes comportements, les mêmes situations Hay un cambio, tout au aquí long de empieza notre ya vie. el concepto de resiliencia con más fuerza Mais, y en fait, donc se on parlait cambia, de ¿no? De la vulnerabilidad a la invulnerabilidad. Por lo tanto, on parlait de vulnérabilité et ensuite on est passé à la vulnérabilité des années 70 à l'invulnérabilité des années 80. Contextos C'est-à-dire, difíciles on commence frente a situaciones à tenir potencialmente compte traumáticas, ¿no? des Personas por estas que caractéristiques tienen, logran de ser la personne invulnerables et a ese riesgo. comment les personnes En peuvent los años devenir 80, invulnérables. las características de la persona. Donc, Y luego, et là, en nous los parlons des caractéristiques de la 90, personne. Et nous sommes dans les années 80. Está la persona con sus Et donc, il características, y a les pero personnes avec hay leurs un caractéristiques, hay un entorno mais il y a également un environnement. favorecer o puede Et entorpecer, donc, cet digamos, environnement peut faciliter, encourager ou bien représenter un obstacle Hay un entorno, à están los amigos, la l'épanouissement, au familia, développement los de la vecinos, personne. etcétera, etcétera, ¿no? Et donc, Educadores, escuelas, l'environnement comprend la famille, les éducateurs. este segundo elemento, y a Et donc, partir de eso van là, a ir nous avons un autre élément qui vient de son s'ajouter las intervenciones au con un contexte. enfoque de resiliencia. Por eso cuando yo les decía que Et las voilà imágenes pourquoi je anteriores vous disais que mostraban a je la vous disais persona que sola, ces images ujú, que je vous ai montrées tout au début, no eran del qui todo nous correctas, montraient porque une lo que personne buscaban toute estos seule elementos dans l'effort, ne sont pas correctes en fait pour définir le concept hacer de résilience. un resumen. Si voy muy rápido, por favor, después me van parando por ahí. Alors, si je vais trop rapidement, ¿Cómo vous pouvez funciona? m'arrêter si vous le souhaitez. Hay una primera generación de estudiosos, Alors, que es la nous de los avons 80, ici como ya les dije, que se va a l'évolution du focalizar concept en el individuo, en la avec, persona. donc comme je vous disais au Entonces, départ, va a les definir études la resiliencia, se la va a definir concentrent como sur la una personne, adaptación frente al contexto. l'individu, et donc on va étudier La la persona se réaction adapta de frente l'individu face au contexte va qu'elle a est seguir, appelée à va a seguir la affronter. segunda generación, que sería Et puis nous aurons une fines deuxième 80, génération principio de los 90, ¿no? d'auteurs au Siempre début des années 90. focalizado en la persona, Bien sûr, y l'étude se concentre sur la personne piensa que la et sur resiliencia ses es una caractéristiques. habilidad que tienen Et algunos, donc, à partir de ce moment, là, on va parler de la de personalidad que pueden capacités tener ou algunos. caractéristiques Por lo de mismo, los certaines estudios se van a personnes. concentrar en esto, en ver cuáles son esos Et rasgos, ¿no? les études vont se concentrer justement sur Una buena les autoestima, caractéristiques, les traits una de ces autonomía, personnes. una Donc, capacidad l'estime de para soi, la l'autonomie, creatividad, la inteligencia. Pero hasta ahora l'intelligence, etc. no entra. El entorno no lo estudia. Mais jusqu'à ce moment-là, l'environnement n'est pas pris en considération. Es bastante interesante. A veces uno Et c'est pregunta si hay intéressant de voir. para ser resiliente, o uno dice, no, es más fácil ser resiliente en niños, o es más fácil ser Certaines resiliente personnes peuvent se demander, mais est-ce qu'on est plus facilement résilient lorsqu'on est adulte ou bien ou est-ce qu'on est plus facilement résilient lorsqu'on est enfant?
Después se van a sumar estudios Et en alors, adultos. c'est à partir de là que d'autres études vont être faites sur les adultes. Mais jusque-là, disons, les études tenaient compte essentiellement des enfants et des adolescents. ¿no? El entorno. Entonces, Et puis, al crear esta segunda variable, lo que sucede une deuxième variable va être introduite, l'environnement. Donc, on parlera à partir de ce moment-là de processus. Ya no depende solamente de la persona. La résilience ne dépend plus uniquement de la personne, mais como resultado il y a quelque chose d'autre qui vient s'ajouter et qui nous permettra donc de formuler des modèles explicatifs qui vont nous permettre de mieux comprendre tout ce processus. Digamos, la relación entre los factores de riesgo y nous allons, los factores à partir de ce moment-là, commencer à voir quels sont les rapports entre les différents facteurs de risque. Y por lo mismo, ya la cuarta generación Et puis, nous avons la quatrième génération d'auteurs, années 90, 2000. Tanto el entorno et là, como l'attention va se concentrer aussi bien sur l'environnement que el entorno, más atención sur l'individu. La familia, la et donc, escuela, on va tenir compte de la famille, des écoles, y se va des voisins, etc. Como un proceso, et donc, ¿no? On parlera de processus en tenant compte des facteurs de résilience et des facteurs de non-résilience. Donc, nous avons maintenant plusieurs variables. Vamos también prevenir. Yo puedo promover resiliencia. On commencera à un momento determinado la persona la pueda de prévention également. Aquí, estos años, sobre todo, alors, c'est dans cette période mayor fuerza en lo que son que l'on va los programas psicoeducativos, concentrer sur les programmes éducatifs, psycho-éducatifs en vue d'une prévention. En los últimos años, las últimas generaciones, digamos, et puis nous avons los programas de prevención, en los programas de atención. La cinquième étape où l'on assistera sur les programmes de prévention, bien sûr. La neurociencia. Et on observera une ouverture vers d'autres sciences comme la biologie, les neurosciences, etc. En definitiva, lo importante alors, ce qui compte es un vraiment maintenant, c'est en constante être y eso es lo que lo hace tan rico. De hecho, en los últimos años, qu'il s'agit d'un concept qui est en évolution constante. Los proyectos que tienen un enfoque de resiliencia. Et donc, les projets necesitan necesariamente qui adoptent une approche basée sur la résilience doivent tenir compte de toutes ces composantes. No va a ser un proyecto de tous les changements possibles. Et si le projet ne tient pas compte de toutes ces variables, n'aboutira pas. Donc, il faut tenir compte de tout ce contexte, du contexte dans lequel l'intervention sera menée pour Esta es la última y ahí los dejo descansar y pasamos a les résultats escomptés. Entonces, alors voilà. O sea, entre comillas, porque la verdad que resiliencia da para mucho más. En fait, il s'agit qu'une définition entre guillemets, puisque le concept de résilience embrasse beaucoup plus de variables. Donc, mais ce qu'on peut dire, si l'on souhaite résumer un peu les caractéristiques de la résilience, on peut dire qu'il ne s'agit pas d'un processus homogène.
linéaire. De mi entorno. Y también, por eso está la segunda característica, Et puis este la proceso deuxième caractéristique, va de acuerdo a la edad ce processus s'adapte à No es lo l'âge mismo comprar experiencia en un et au niño, stade de développement un joven, de la un personne. adulto. Si On bien agira no hay de différentes façons s'il s'agit d'un jeune ou poner d'un enfant, atención a la d'un parte del adulte. desarrollo de la persona con, a la que estamos Donc, acompañando o il la que estamos faudra ayudando. faire attention Otra característica au interesante stade es du que es un développement de la personne que que l'on se souhaite observa a largo plazo. accompagner. Sobre todo la misma persona. Et La puis, persona que il está ne faut siendo resiliente, pas oublier que la même personne generalmente qui est en train toma d'être conciencia de que fue résiliente resiliente, doit prendre puede conscience du su entorno processus. puede darse cuenta de que esta Son persona entourage, está son siendo environnement resiliente en ese peut se rendre compte qu'elle est la en train persona en sí misma d'être no va résiliente, a visualizar, mais lo la va a personne visualizar elle-même peut tiempo ne después pas y se observa a s'en largo rendre plazo. compte. Et cela, c'est une prise de Eh, conscience qui y bueno, ya lo n'aura dije, lieu que plus tard peut-être. dinámico entre factores de riesgo y factores de Donc, il faut protección. bien connaître Lo mismo, les facteurs de lo risque et les interesante, facteurs de la protection. resiliencia, más que ser Et donc, resiliente, plutôt uno que de debería dire decir, yo fui résilient, resiliente il o yo faudrait, estoy ou en un plutôt que de proceso dire de il a resiliencia. été résilient, La resiliencia il faudrait no, dire être en résilience. siempre doy este ejemplo que es como prender y apagar la luz. Ce n'est pas Se comme prende si on cuando la allumait ou on necesitamos, éteignait la lumière cuando dans no une la pièce. necesitamos, se Donc, apaga. quand Entonces, en nous n'en algunos avons pas momentos besoin, elle puedo ser s'éteint. resiliente, en otros no, Et o quizás en parfois, on algunos peut être momentos es más résilient, et fácil puis il y a une aprender période de ser non-résilience. resiliente en otros. Pero no significa de que yo, Mais una cela vez que soy ne resiliente, signifie pas voy a que ser si, siempre si je resiliente, suis siempre voy a estar a résilient, je punto de vais être toujours résilient. estar en Voilà resiliencia. pourquoi il faudrait dire plutôt être en Ahora résilience. le doy la palabra a ustedes. Alors maintenant, c'est à vous. Perfecto. Muchas gracias a las 4 personas. Voy a Alors, intentar merci. responder a las 4 preguntas del mejor modo posible. Je vais essayer de répondre. Esta evolución constante Répondre es porque tiene estos dos à ces elementos 4 questions de la meilleure fundamentales. façon El possible. individuo, Alors, la el résilience cual se mueve. évolue constamment. Por lo tanto, Parce que, va a ir en fait, evolucionando elle implique dependiendo des acteurs fondamentaux, l'individu d'un côté et tout son environnement, l'environnement dans lequel il bouge et il vit. Et donc, l'évolution dépendra des caractéristiques de l'individu, mais également des caractéristiques de son environnement, donc des caractéristiques de sa famille, de ses amis, de l'école. Voilà pourquoi, lorsqu'on travaille avec un enfant, une fille, un garçon, un adolescent, il faut également connaître ce qui se passe autour de cette personne et donc avoir une vision de sa famille, de ses amis et ne pas me concentrer uniquement sur l'individu parce que de cette façon, je risque de perdre toutes ces autres variables qui ont une incidence sur la résilience. Et donc, voilà, pour bien comprendre comment affronter ces facteurs. Donc, il faut donc absolument connaître les facteurs de l'environnement. Ils sont très nombreux, certes. Et donc, on peut parfois perdre un peu de notre concentration. Mais nous devons alors identifier les facteurs qui peuvent contribuer à la réussite de notre travail. Il ne s'agit pas de tout résoudre, mais de connaître les facteurs qui peuvent nous aider et laisser de côté les autres. C'est un peu comme si on prépare un plat.
lorsqu'on prépare un plat, on met du sel, du poivre, etc. Et donc, c'est un peu ce qui se passe avec les différents facteurs environnementaux, c'est-à-dire savoir combien de sel, combien de poivre je dois ajouter à mon plat, donc à mon processus de résilience. Alors, vous vous rendez compte que toutes les questions que vous nous avez posées étaient liées à l'environnement, parce qu'il y a en fait un lien étroit entre l'individu et l'environnement. Alors, qu'est-ce qui se passe lorsque cet environnement n'est pas favorable, comme l'a dit l'un des participants, lorsque cet environnement ne t'a pas permis de te sentir aimé, respecté. Alors, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que la résilience est possible? Et Stéphane Van der Stendal est très clair lorsqu'il parle de résilience. Il compare la résilience à une maison. Donc, il y a les fondations, la base. Donc, et il faut que la personne se sente aimée, et donc se sente acceptée de façon inconditionnelle. Alors, l'environnement peut être composé de plusieurs personnes, mais il suffit qu'une seule personne fait naître ce sentiment d'amour, d'estime, de respect pour donner un sens à cet enfant, à cet adolescent. Donc, être aimé de façon inconditionnelle, se sentir aimé de façon inconditionnelle, malgré les erreurs que l'on peut commettre. Je t'aime et je te respecte tel que tu es. Et donc, cette personne peut être un membre de la famille, mais peut être également un tuteur ou un facilitateur de résilience. Voilà. Et donc, la résilience n'est pas tant une déformation, mais c'est une recherche d'alternatives, c'est une évolution constante, c'est être flexible, comme nous l'a dit Cyrulnik, c'est naviguer dans la tempête et nous demander constamment quelles sont les pratiques éducatives, quelles sont les pratiques de formation que je dois adopter pour une bonne réussite. Alors, la résilience est étroitement liée à l'âge, au sexe et donc aux caractéristiques spécifiques de chaque personne. Est-ce que la résilience a une fin? Est-ce qu'on peut dire que la résilience est éternelle? Est-ce que tu pourrais répondre à ces questions? Alors, je vais essayer. Alors, la résilience dépend des caractéristiques de la personne, mais également du stade de développement de la personne. Et donc, l'âge a une influence, bien sûr. Vous travaillez en contact direct avec les enfants, les adolescents. Et donc, vous le savez mieux que moi, puisque vous vivez avec cela tous les jours. Ce n'est pas la même chose de dialoguer avec un enfant de 3 ans, de 6 ans, de 10 ans ou de 15 ans, ou avec un adulte. Et donc, clairement, je ne peux pas demander à un enfant de 3 ans la même chose que je demanderais à un enfant de 10 ans. Par exemple, si je veux, par exemple, parler avec un enfant de 6 ans, je vais adopter un langage créatif, le dessin, la peinture, etc. Mais avec un adolescent de 15 ans, je vais plus utiliser le dessin parce que un adolescent de 15 ans n'aimera pas dessiner, donc je vais adopter un autre langage. Et voilà pourquoi, plus que le sexe, c'est plutôt le stade de développement de la personne qui compte le plus. Et c'est sur cela qu'il faudra se concentrer. Donc, nous travaillons avec des enfants, bien sûr, avec des enfants de quel âge? Bien sûr, c'est important, puisque je vous disais, ce n'est pas la même chose de travailler avec un enfant de 6 ans qu'avec un enfant de 10 ans, certes. Mais nous devons faire très attention également à tout ce qui est environnemental.
Donc, nous ne pouvons pas négliger cet aspect parce que la famille aura un impact positif ou négatif. Et voilà pourquoi il faut toujours tenir compte de l'environnement. Alors, est-ce que la résilience est éternelle ou pas? C'est une très bonne question. Je ne sais pas. Je crois que d'une certaine façon, on pourrait parler de recyclage, puisque elle est toujours présente en fait. Il y a des moments de notre vie où la résilience sera plus active et d'autres moments où elle sera un petit peu apaisée. De ce point de vue, je crois qu'on oui, on peut parler de résilience éternelle. Elle n'est pas constante, mais elle est éternelle. Alors, nous avons toute une série de questions qui concernent le lien entre l'approche basée sur les droits et l'approche basée sur la résilience. Alors, je crois que c'est en fait une question très intéressante pour le groupe, puisque nous avons vu l'approche basée sur les droits la semaine dernière. Et donc, comment pouvons-nous appliquer ces deux approches en même temps, c'est-à-dire défendre les droits et promouvoir et encourager la résilience? Oui, les deux approches en même temps. Oui, je crois que c'est en fait une question très intéressante, puisque lorsque nous avons parlé de l'approche basée sur les droits, nous avons déjà obtenu des modèles de comportement et là maintenant nous parlons d'approche basée sur la résilience, donc il faudrait peut-être adopter un regard croisé et transversal. Oui, tout à fait. La question a été posée par Roberto, je crois. Bonjour Roberto. Donc, ces deux approches sont très importantes et ces deux approches sont complémentaires et une approche n'exclut pas l'autre, bien sûr. Carlos Trapani également en a parlé. Et donc, ces deux approches se complètent très bien. Et cette acceptation inconditionnelle est fondamentale c'est sur cela que va reposer notre petite maison. Et donc, c'est sur cela que d'ailleurs plusieurs auteurs insistent. Il faut accepter les personnes avec leurs erreurs, comme le disait très bien Stéphane Van Nistendal. Mais avant maintenant de commencer à répondre à d'autres questions qui sont encore posées, je crois qu'il faudrait peut-être donc, je vais essayer de répondre à ces questions avant de passer à la deuxième partie. Alors, pour ce qui est des besoins de base, des besoins élémentaires, je crois que c'est une question que les partenaires africains ont posée. Et puis, quelqu'un a posé une question également concernant les ressources et les ressources financières notamment. Bien, quand je parle de ressources, je ne fais pas allusion aux ressources financières, mais je fais plutôt allusion aux ressources individuelles et aux ressources du contexte, c'est-à-dire les ressources psychosociales ou psycho-éducatives. Voilà les ressources dont je parle. Si vous le souhaitez, je peux vous envoyer tout le matériel, y compris le matériel concernant la petite maison de Van Nistendal. Voilà, donc les ressources qui sont nécessaires pour cette acceptation inconditionnelle sur laquelle je vais construire ma résilience. Et donc, les besoins élémentaires doivent être satisfaits. C'est une condition requise. C'est-à-dire, et notamment lorsqu'il s'agit de situations de désastres socio-naturels, par exemple en cas de tremblement de terre. Nous avons
participer à des projets de résilience dans le cadre de catastrophes naturelles. Mais le soutien psychosocial n'arrive pas immédiatement après la catastrophe. Ce soutien arrive 6 mois après, lorsque les besoins élémentaires, les besoins de base ont déjà été satisfaits. Donc, le soutien psychologique n'arrive pas le jour après le tremblement de terre. Et c'est très important de bien connaître ce processus. Alors, pourquoi est-ce qu'on parle à partir de la vulnérabilité? Et, bon, au début, comme vous l'avez vu, c'était surtout sur la vulnérabilité que l'on insistait pour la résilience. Mais il y a eu une évolution et donc le regard s'est modifié. Et donc, c'est pourquoi on commence à parler maintenant donc de ressources, de potentiel de l'individu. Donc, c'est une clé magique, en fait, entre guillemets, bien sûr, dont nous avons besoin, nous, facilitateurs. Et donc, nous devons essayer de concentrer nos efforts, notre travail sur le développement de ce potentiel, pour que même si parfois ces ressources, ce potentiel sont invisibles. Et il faut donc chercher en profondeur les capacités, le potentiel de la personne pour qu'elle puisse ensuite affronter sa situation de vulnérabilité. Diego, est-ce qu'il y a d'autres questions encore? Je vois qu'il y a beaucoup de questions sur le chat. Oui, mais je crois qu'on peut quand même passer à la deuxième partie parce qu'en fait, beaucoup de questions concernent les thèmes que tu as traités. Alors, très bien. Je profite de l'occasion pour dire bonjour à tous les partenaires de l'Amérique latine, qui donc aux partenaires du Pérou, du Guatemala, etc. Bien. Alors, maintenant, nous allons passer à la deuxième partie pour voir un petit peu de quoi il s'agit lorsqu'on parle de tuteur ou de facilitateur. Alors maintenant, je vais à nouveau partager mon écran. Je vous demande d'être patient. Je vais vous parler pendant une quinzaine de minutes, et après, nous allons jouer et ce sera à vous donc de parler. Alors, comme je vous l'ai déjà dit, la résilience naît donc à son origine ici, dans ce rapport entre l'individu et son environnement. Et c'est grâce à cette interaction constante entre l'individu et son environnement que peut naître la résilience. Sans ceci, il n'y aurait pas de risque, il n'y aurait pas de situation difficile, il n'y aurait pas de vulnérabilité et donc pas de résilience. Et c'est dans cet espace également où l'on placera le tuteur ou le facilitateur, c'est-à-dire au niveau de l'interaction avec l'environnement. Et de qui s'agit-il? Et généralement, il s'agit d'adultes. Les enfants ont besoin d'une figure adulte car ils ont besoin de se sentir acceptés. Et donc, il peut s'agir de la famille. Mais lorsque la famille n'est pas là, eh bien, c'est alors qu'apparaît la figure du tuteur ou du facilitateur. Alors, bien sûr, c'est un terme qui est très vaste. Il y a Cyrulnik
par exemple, qui en parle, mais il y a également d'autres auteurs. Et lorsqu'on lit les histoires de vie de personnes qui ont vécu ce processus de résilience, eh bien, cette figure du tuteur, du facilitateur apparaît toujours. C'est une personne qui, à un certain point de leur vie, a aidé ces personnes à se sentir aimées, respectées et qui leur a permis de découvrir leurs compétences, leurs capacités, leur potentiel. Alors, je lisais l'histoire de vie d'une professeure de mathématiques qui a eu une enfance très, très, très difficile. Sa mère était une prostituée, son père alcoolisé et en plus, elle avait vécu des situations de violence sexuelle. Et cette jeune fille, cet enfant, allait à l'école et à l'école, personne ne l'aimait parce qu'elle, bien sûr, en tant que victime de maltraitance, elle était très négligée dans son hygiène. Et donc, personne ne voulait jouer avec elle. Et même les professeurs la refusaient, la repoussaient. Sauf une professeure qui était capable d'aller au-delà de cet aspect extérieur. Et cette femme, qui maintenant est devenue adulte et qui raconte, elle dit, ce prof ne m'a jamais grondée parce que je m'endormais en classe ou parce que j'arrivais toute sale ou parce que je n'avais pas fait mes devoirs. Elle comprenait qu'il y avait quelque chose au-delà de cet aspect extérieur. Et au contraire, elle m'aidait et pendant les récréations, par exemple, pendant les pauses, ce prof m'interrogeait et lorsque les autres n'étaient pas là. Donc, grâce à cette enseignante, j'ai compris qu'elle m'acceptait telle qu'elle j'étais. Et puis, j'ai pu découvrir mon potentiel, mes compétences. Et de fait, cet enfant est devenu par la suite professeur de mathématiques. Donc, un parcours très intéressant. Sociales. Así que, nosotros somos personas sociales. Qui est Entonces, necesitamos qui est le tuteur? Alors, nous sommes en tant qu'êtres humains, nous sommes des êtres sociaux. Et donc, nous avons besoin d'une figure qui nous accompagne. Nous avons tous besoin de contact. Nous avons tous besoin d'être accompagnés, notamment dans les moments difficiles. Alors, ce que vous allez voir ici maintenant, sur l'écran, eh bien, c'est le résumé d'un autre témoignage, le témoignage d'une femme, Guatel Matek, une femme extraordinaire. Et elle raconte son expérience, son vécu de résilience. Elle aussi a une vie très difficile et lorsqu'elle repense à son histoire de vie, elle dit, selon le contexte dans lequel nous avons évolué, nous avons eu la possibilité de développer la capacité d'apprendre de nos expériences afin de prendre soin de nous-mêmes. Nous avons reçu de l'amour malgré la souffrance. Nous avons été aimés, nous avons été maltraités, nous avons été blâmés, mais ici, dans ce passage, le rôle de l'environnement apparaît très clairement et l'importance qu'il y ait une personne, il suffit d'une seule personne, donc le tuteur, qui soit capable donc d'accueillir cette personne et de porter sur elle un regard qui lui permette de se sentir aimé et respecté. Alors, pour revenir à Cyrulnik, eh bien, il nous dit qu'il y a en fait deux types de tuteurs ou de facilitateurs. Les tuteurs implicites et les tuteurs explicites. Alors, les tuteurs implicites ne sont pas conscients du fait qu'ils sont
tuteurs, c'est-à-dire qu'ils ne se rendent pas compte qu'ils ont déclenché un processus de résilience chez quelqu'un. Il peut s'agir d'une personne, mais il peut également s'agir d'un animal domestique, ou bien un film même, un livre, une œuvre d'art. Donc, quelque chose qui déclenche un processus de résilience. Mais il faut faire attention. C'est quelque chose, quelqu'un qui déclenche le processus, mais qui ensuite ne va pas encourager son développement. Alors que dans le cas du tuteur explicite, il s'agit d'une personne qui est consciente de son impact sur la vie de l'enfant ou de l'adolescent. Donc, c'est quelqu'un qui déclenche le processus de résilience, mais qui est en même temps capable ensuite d'accompagner le développement de ce processus. Et donc, c'est quelqu'un qui a des objectifs à atteindre et des outils pour l'atteindre. Donc, maintenant, il s'agit d'identifier les facteurs de risque et de protection dont dispose cette personne que l'on accompagne et son environnement, et voir ensuite quels sont les recours, les ressources et donc le potentiel. Comme dans le cas du professeur de mathématiques, très probablement, lorsqu'elle était à l'école, elle était bonne en maths. Et donc, son enseignante a compris cette capacité, ce potentiel. Alors, mais attention, on peut parler certes de caractéristiques, et il y a plusieurs auteurs qui on fait une liste de ces caractéristiques. Alors, si nous voyons quelles sont ces caractéristiques et si nous essayons d'avoir toutes ces caractéristiques et de les appliquer, c'est impossible. Nous ne sommes pas des super-héros. Donc, ce qui compte, c'est présenter quelques-unes de ces caractéristiques ou bien être capable de les combiner de façon à affronter les différentes situations, puisque lorsqu'on aura affaire avec un enfant plutôt qu'avec un autre, les différentes caractéristiques seront nécessaires. Je répète, nous ne sommes pas des super-héros. Et donc, parmi ces caractéristiques, les plus importantes sont bien sûr l'empathie. Et puisque nous avons dit que à la base de la résilience, nous trouvons l'acceptation de l'autre, il faut donc être empathique. Et une autre caractéristique très importante et très difficile, c'est la patience. Être patient, savoir être patient, respecter les temps de l'autre, respecter les erreurs que l'autre va commettre, même si je sais d'avance qu'il va commettre des erreurs. Donc, être capable d'écoute également, c'est une autre caractéristique importante, capable de communication efficace. Oui, parfois on dit oui, mais moi je suis capable d'écouter. Mais en fait, l'écoute active est une écoute très difficile et il faut s'entraîner pour cela. Mais dans la vie de tous les jours, nous ne sommes pas toujours dans une écoute active. Et donc, il faut faire attention. Parce qu'il est très important que l'autre se sente écouté. Une autre caractéristique importante est la flexibilité, c'est-à-dire être flexible, qui signifie être capable de changer de stratégie. Si je m'aperçois que la stratégie que j'ai adoptée pour travailler avec un enfant ne fonctionne pas, il faudra changer. Par exemple, si je comprends que le dessin, la stratégie du dessin que j'ai adoptée ne fonctionne pas, eh bien, il faut être flexible et adopter une autre stratégie. Lorsque la stratégie adoptée ne donne pas les résultats escomptés, eh bien, il faut être capable de changer de stratégie. Il y a le témoignage d'une assistante sociale qui me racontait qu'elle devait rendre visite à une famille
Et elle Entonces, n'aimait pas fue aller chez y antes de golpear la chez puerta, eux parce qu'elle vio elle ne se que sentait pas à l'aise, surtout avec la la maman de había l'enfant flores qu'elle y las suivait. flores eran muy lindas. Et donc, mais elle devait y aller. Entonces, cuando Et ella abre donc, la puerta avant de y ella quiere sonner, preguntar elle avait directamente eu tenía que dans preguntar le sobre cómo jardin se de la maison niños, de très belles fleurs. social Et es donc, lorsqu'elle sonne decirle a ella cómo et cultivaban la las maman flores. ouvre, Partíamos et buscando au lieu de poser tout de suite des questions concernant le juegos comportement de para l'enfant, que cette pudieran assistante trabajar. pose Entonces, la fue question un suivante. tema Mais qui de s'occupe de ces hablar fleurs? con ella Et c'est à partir de ce personalizar. moment-là que Otra naît característica es hacerlo un rapport entre cette maman et cette assistante sociale. y Et también en fait, c'est ce qui a permis donc em, de travailler identificar ensemble. Donc, c'est un changement de stratégie qui a été utile. las Et, habilidades y reforzarlas. et cela est Y important después, lorsqu'on travaille avec des enfants, avec des adolescents. a los Euh, niños, et puis, une errores autre son caractéristique importante, y también c'est mostrarles identifier, renforcer que les actuar capacités y se et pueden voir equivocar. les erreurs, considérer les erreurs comme une opportunité d'apprentissage. Parce que, en fait, c'est de cela qu'il s'agit. Et puis, faire comprendre que toi aussi, tu peux te tromper, que tout le monde peut se tromper. Et puis, capacité d'encourager l'autonomie Nos va a et salir una l'autodiscipline. Voilà característica quelles sont les principales caractéristiques que quiero que es que devrait avoir uno, por un ejemplo, tuteur. Alors una là, nous allons jouer participación maintenant me à la diga roulette. con un Nous allons faire ejemplo de tourner trabajo ici cuando la roulette et aplicó puis esa característica une o cuando caractéristique, no une de ces aplicó también. caractéristiques sera mise en évidence par la flèche. Et puis, j'invite nos partenaires, un par continent, à nous raconter dans quelles circonstances il ou elle a appliqué cette caractéristique, voilà, ou n'a pas appliqué cette caractéristique. Alors voilà, alors là, Ciencia. voilà, ça tourne, Tenemos ça la tourne, paciencia. ça Entonces, tourne. ¿qué invito? Invito a que alguien vamos a Voilà. hacer, Alors, la patience. vamos a hacer Voilà, primero Europa del patience. Este. Si alguien de Europa del Este se Alors, atreve maintenant, je a vais vous inviter. alguna vez donde Alors, usó o donde no voilà, usó la un paciencia. partenaire de l'Europe de l'Est. Un partenaire de l'Europe de l'Est. Alors, con mis est-ce que niñas. vous pouvez me raconter une circonstance où vous avez fait preuve de patience ou vous n'avez pas fait preuve de patience? Alors, j'étais patiente avec mes enfants. Et la Yo uso, patience est très utile, bien sûr. Tengo otra pregunta para ti. Par exemple, lorsque je dois ¿Cómo écouter haces quelqu'un, cuando te está j'ai acabando la parfois besoin paciencia? de ¿Cómo toute ma haces para no patience. perder la paciencia? Alors, j'ai une autre question pour toi. ¿Cómo cultivas Alors, esa que paciencia? fais-tu lorsque Bueno, a tu veces sens me que tomo ta un momento, patience me est voy en train a de finir? tomar Alors, un que fais-tu vasito pour de ne pas agua, por ejemplo, perdre la patience? o cambio Alors, de comment cultives-tu habitación. Bueno, depende un cette poco de la patience? situación. Eh bien, A veces digo, bueno, voy muy m'arrête, deprisa. j'arrête tout, je bois un verre d'eau, je vais dans une autre En la pièce. mayoría de los Et bien sûr, casos, ça dépend de la huyo. situation. Para no perder la paciencia, Parfois, je mejor huir. suis pressée. Perfecto. Et Gracias. dans la Muchas plupart des cas, je m'enfuis. Alguien Je m'enfuis pour ne pas América perdre la Latina. patience. Mieux vaut s'enfuir América plutôt que de Latina, perdre la patience. un Oui, merci, voluntario. merci beaucoup. ¿Qué Alors, hace para no perder la paciencia? alors, quelqu'un de l'Amérique ¿Siente latine? identificado con alguna de Amérique las latine? técnicas que nos decía Un volontaire de l'Amérique latine? Ana? Alors, qu'est-ce que tu fais Ana. pour ne pas perdre la patience? Sí, Est-ce que tu te claro. sens identifié avec cela?
la paciencia creo que es un recurso muy Diana? importante. En mente, Diana? requerimos todos los Oui, profesionales bien que hacemos sûr. parte de este trabajo. Por ejemplo, en mi caso, que estamos en el terreno, en el trabajo directo con los adolescentes y jóvenes. La patience est une ressource extrêmement importante, ¿Qué hago? Ya como que et que hay surtout tanta pour toutes les personnes impliquées dans ces activités. logra Et perder esa paciencia. il y a des moments où l'on se dit, bon, il n'y a plus rien à faire, ce n'est plus possible, je n'y arrive pas. En que sí es posible. Et on se sent limité parfois. Mais ce qui compte, je crois, c'est être confiant, croire en la récupération, avoir toujours l'objectif devant nous. Et donc, bien comprendre la situation ensuite qui nous a mené à cette perte de patience. Donc, analyser le pourquoi et le comment. Et là aussi, moi, je prends un verre d'eau et je prends du temps ensuite pour analyser la situation et récupérer ces éléments qui peuvent m'aider à continuer dans le processus, continuer à affronter la situation et donc travailler sur moi-même pour affronter les différentes situations face auxquelles je me trouve sur le plan du travail, sur le plan personnel également. Donc, voilà un petit peu, voilà pourquoi il est important de bien connaître ces techniques. Alors, merci Diana, merci de ce partage. Interesante ver cómo, a pesar de la distancia geográfica, hay puntos de conexión, ¿no? Malgré la distance qui vous sépare tous, il y a quand même beaucoup de points communs, notamment pour ce qui est de la patience. Et donc, y por ahí lo que dice Gastón, delegar a veces también el trabajo. Il est important de savoir également confier à d'autres le travail si on voit que nous sommes en difficulté, que nous n'arrivons pas à aller de l'avant. A mi equipo qué otras estrategias se le ocurren para yo avec d'autres personnes également quelles pourraient être d'autres creo que hay stratégies manos levantadas à appliquer. Hay 3 manos levantadas y pudiésemos Alors, je vois qu'il y a 3 mains levées. Vamos con Michelle. Buenos días a todas y todos. Buenas tardes. Bonjour à tous. Bueno, había levantado la mano para poder compartir un poco la experiencia. J'aimerais partager avec vous un peu de mon expérience. Entonces, que sí, estoy como muy identificada con las compañeras. Comment aprender à par rapport à l'expérience, à la patience, comment travailler là-dessus, comment nous affrontons cela avec mes collègues. Mais je crois qu'il faut également apprendre à reconnaître nos émotions et à connaître les émotions parce que en connaissant nos émotions, nous sommes capables de comprendre le moment où nous allons perdre la patience et adopter donc des techniques pour ce contrôle de nos émotions, c'est-à-dire la respiration, avoir un espace pour nous-mêmes, pour bien comprendre les motifs pour lesquels j'ai perdu la patience et pour que cela ne se répète pas à l'avenir. Et donc, si je pense à l'épisode de perte de patience, eh bien, je dois comprendre dans quel environnement cela s'est produit également pour éviter que cela ne se répète. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Michel. Alors oui, c'est un aspect très intéressant, notamment la question des émotions. Parfois, en tant que tuteur, nous demandons aux enfants et aux adolescents de travailler sur leurs émotions. Et nous-mêmes, nous ne sommes pas capables de le faire toujours. Et donc, c'est vrai, il faut que nous-mêmes, en tant que tuteurs, en tant que facilitateurs,
facilitateur, il faut que nous soyons capables de reconnaître nos émotions pour que nous puissions les gérer. Et de cette façon, nous serons capables de comprendre si nous sommes sur le point de perdre la patience ou pas. Alors, une autre question, une question qui traduit une certaine inquiétude également lorsqu'on parle de caractéristiques. Est-ce qu'on peut parler de caractéristiques obligatoires? Puisque là, nous parlons de résilience en tant que processus qui tient compte de l'environnement, donc des histoires de vécu. Mais est-ce qu'on peut parler de caractéristiques qui devraient être obligatoires, que tout tuteur devrait présenter? Alors, la question est très intéressante, Diego. Alors, il s'agit de voir que también se relaciona con el s'il y a aceptar des al otro, caractéristiques obligatoires. Eh bien, moi, je crois qu'on pourrait dire la patience, et nous en avons déjà parlé. La patience, donc, et l'acceptation de l'autre, la capacité d'accepter les erreurs que l'autre va commettre. D'après moi, ce sont des caractéristiques de base du tuteur. Les autres caractéristiques peuvent être présentes ou pas. Et cela dépendra du contexte. Il y a des caractéristiques communes de base et puis il y a d'autres caractéristiques qui vont changer avec le contexte. Et tout dépendra du type de travail que nous allons faire. Et c'est important de savoir. La résilience est très dynamique et s'adapte donc aux différentes circonstances. Et voilà pourquoi nous disons qu'il n'y a pas une définition exacte de résilience. Et il en est de même lorsqu'on parle de tuteur ou de facilitateur. Il ne s'agit pas de faire une liste de caractéristiques. Je crois qu'il faut tout d'abord que le tuteur soit capable d'accepter l'autre tel qu'il est. Et donc, c'est à partir de cette acceptation qu'ensuite, on pourra construire un rapport de résilience. Bien sûr, il y a d'autres caractéristiques qui seront utiles, nécessaires. Par exemple, l'autonomie. Donner des espaces d'autonomie, de participation, laisser participer et ne pas être paternaliste. Et voilà d'autres caractéristiques qui peuvent aider, en effet. Alors, María Emilia, por sus enriquecedoras preguntas y comentarios. Yo quería hacer un comentario adicional. Alors, quelle belle présentation, exposition, si enrichissante. Alors, j'ai des questions, des commentaires plutôt. J'aimerais ajouter, en fait, que nous travaillons dans le domaine de la santé mentale et c'est une façon également de créer des ressources psychologiques pour la résilience. Et alors, nous travaillons avec l'image de l'arbre. Alors, le tronc de l'arbre est le professionnel de santé mentale et puis c'est sa force qui va permettre aux petits oiseaux qui arriveront, les petits oiseaux blessés qui arriveront et se poseront sur les branches de guérir. Les racines, par contre, les racines sont les conditions nécessaires, c'est-à-dire les compétences nécessaires pour que ce professionnel soit solide. Et donc, on inclut dans ces racines l'expérience personnelle, son vécu. Parce que sinon, on court le risque de vouloir soutenir l'autre et de confondre nos difficultés avec celles de l'autre. Et donc, cela suppose de notre part une certaine connaissance de nous-mêmes pour éviter ce risque, pour ne pas confondre notre vécu avec celui de l'autre. Voilà. Oui.
del operador. C'est Ese es un important, punto muy notamment si l'on tient compte du type Angélica, veo que tienes la mano de levantada. suivi que vous faites, notamment pour ce qui est de la Sí, santé buenos mentale días, des opérateurs également. Angélica y Donc, c'est très Colombia. important. Merci. Bueno, muy Alors, interesante Angélica, je vois que tu as tener la levé la main. conferencia. Hago la siguiente Oui, pregunta frente a la bonjour. relación Je m'appelle entre procesos Angélica, je suis de colombienne. con psicoterapeuta. El Alors, desarrollo de la le thème de la résilience resiliencia est extrêmement intéressant. Alors, ma question a casos de violencia concerne sexual. les interventions psychothérapeutiques dans le développement de la résilience face à des traumatismes liés à des violences sexuelles. Nous savons que malheureusement, ces violences augmentent et ces violations des droits de l'enfance sont de plus en plus nombreuses. Et donc, il y a plusieurs programmes dans lesquels nous travaillons et dans les vécus de ces personnes, nous voyons que ces traumatismes n'ont pas été suivis, aucune thérapie n'a été suivie. Et donc, il faut bien connaître ces éléments qui sont très complexes et il faut bien les connaître pour pouvoir enclencher un véritable processus de résilience. Et donc, voir comment on peut gérer ces traumatismes dus notamment aux violences sexuelles. Et puis, il y a également les enfants, par exemple, victimes de conflits armés. Là aussi, il s'agit de faits très forts, ou bien les cas de violence urbaine également, qui présentent ensuite des séquelles très fortes. Les tuteurs de résilience doivent pouvoir disposer des outils nécessaires pour approfondir dans ce sens. Et quelles pourraient être des recommandations par rapport à cela? Alors, merci Angélica. Oui, la question est très intéressante en fait. La réponse serait un peu trop longue et un peu complexe et donc il m'est difficile d'y répondre en quelques mots. Tu l'as très bien identifié d'ailleurs. Il y a plusieurs types tu as parlé de violences sexuelles et puis tu as parlé également des violences dans le cadre de conflits armés ou de violences urbaines, etc. Et donc, il faut bien sûr, dans ces cas-là, encore plus faire attention et connaître l'environnement. Travailler avec un enfant victime de violences sexuelles se fait d'une certaine façon, alors que lorsqu'on devra travailler avec des enfants qui auront vécu une catastrophe naturelle, eh bien, notre intervention sera complètement différente. Alors, je crois que dans les cas de violences sexuelles, il faut que l'enfant se sente sécurisé surtout. Donc, créer un espace, un moment participatif également, parce qu'on tend trop souvent à victimiser l'enfant ou l'adolescent. Alors, je crois que le tuteur de résilience doit éviter cela et donc créer des espaces sûrs où l'enfant se sent donc sécurisé et capable de participer. Alors, lorsque je parle de tuteur ou de facilitateur de résilience, eh bien, ce qui est intéressant de voir, c'est que cela indique aussi bien des personnes qui travaillent directement avec les enfants et les adolescents, donc il peut s'agir d'un éducateur ou d'un professeur, d'un enseignant, d'un psychologue également. Mais il peut également s'agir de personnes qui travaillent en contact moins direct. Je n'étais pas là pendant la session précédente, mais
Vous savez qu'il y a des tuteurs implicites et des tuteurs explicites, c'est-à-dire ceux qui sont conscients de leur travail et ceux qui ne le sont pas. Et la même personne peut être les deux. En fait, nous pouvons aider quelqu'un à développer un processus de résilience sans nous en rendre compte. Et donc, nous pouvons aider consciemment et ou non. Alors, dans ce sens, et même si on parle de processus de justice ou d'autres types de travail, oui, le tuteur inclut également ces autres acteurs. Ce qui compte, c'est que le tuteur de résilience n'exclut pas d'autres professions, d'autres spécialistes. Donc, c'est plutôt une somme que nous devons faire, c'est-à-dire travailler avec l'éducateur, travailler avec le juge. Alors, Véronica, j'aimerais ajouter que la personne qui génère capable de générer un rétablissement des droits pourrait être également donc capable de générer ce processus de résilience. Et donc, de cette façon, à partir du moment où l'on commence à générer un rétablissement des droits, eh bien, cela a un impact au niveau de l'enfant qui se sent donc dans un contexte sécurisé, ainsi que donc sans qu'il a la possibilité de parler, qu'il sera écouté et qu'il sera respecté par les personnes qui l'écoutent. Et donc, ce sont là deux paradigmes qui se croisent. Et donc, chacun avec sa propre logique, mais au moment de l'action, ces deux paradigmes deviennent complémentaires. Oui, tout à fait. C'est ainsi. Je suis tout à fait d'accord avec ce que Diego a dit. Et là, j'ai lu sur le chat. Oui, Moussa, tout de suite, je te donne la parole. Mais avant, je voulais commenter un peu ce que Stella nous disait. Il y a est-ce qu'on peut parler de guérir les blessures lorsqu'on parle de résilience? Oui, tout à fait. Le processus de résilience, c'est justement, c'est lorsque j'ai soigné et guéri une blessure. Et c'est vrai que l'approche basée sur les droits suit un peu la même voie. Et donc, lorsque c'est un droit de l'enfant, de l'adolescent, un droit à la guérison. Alors, Moussa? Un niño puede ser, o un adolescente puede ser un tutor de otros. Incluso, como yo decía, un libro puede ser, una mascota también puede ser un tuteur de résilience. No olvidar que el niño et comme je vous l'ai dit tout à l'heure également, même un livre peut être tuteur, un animal domestique peut être un tuteur. Donc, mais il s'agirait de tuteurs implicites. Mais il ne faut pas oublier qu'il s'agit d'un enfant ou d'un adolescent. Et donc, je ne peux pas lui demander ou prétendre qu'il soit un tuteur explicite. Ce n'est pas un éducateur, ce n'est pas un psychologue, ce n'est pas un juge, ce n'est pas un adulte. Alors oui, un enfant, un adolescent peut être un tuteur, mais il s'agit d'un tuteur implicite et non pas d'un tuteur explicite, parce que le tuteur explicite aura des objectifs de travail et s'arrêtera pour faire une analyse du contexte de la personne, s'efforcera d'identifier les facteurs de risque, les facteurs de protection, identifier les ressources également pour pouvoir agir ensuite. Alors que dans le cas d'un enfant ou d'un adolescent tuteur, tout cela se fera de façon inconsciente. Donc, il y a cette différence. Alors, comme je vous disais, j'aimerais maintenant reprendre quelques idées qui sont encore présentes sur le chat.
Maria Consuelo, Beatriz, etc. Alors, Beatriz nous interpelle sur le rôle de l'État. Si l'État travaille pour le rétablissement des droits, comment alors introduire la question de la résilience? Alors, un État qui se penche sur la question du rétablissement des droits sera un État qui va faciliter également de façon indirecte peut-être les processus de résilience. Et donc, cela ne dépendra pas uniquement de l'État, mais c'est vrai que cela peut devenir plus facile. Influye el tiempo, cuánto Et cela tiempo ne fait tiene. aucun doute. Bien, D'un autre côté, quelqu'un a demandé si un tuteur de résilience más que el tiempo que pasa el tutor doit tenir compte du temps, c'est-à-dire combien de temps il faudra pour obtenir des résultats escomptés. Alors, je crois qu'il ne faudrait pas parler de temps en tant que tel. Alors, ce n'est pas la quantité de temps que le tuteur consacre à la personne, mais c'est ce qui est fait. C'est l'action pendant ce temps. C'est-à-dire, lorsque je parle de tuteur implicite, eh bien, un film dure 1h30, 2 heures maximum. Et voilà, ces 2 heures ont suffi pour que la personne réveille sa résilience, sa capacité de résilience. Ou un livre, par exemple. Je crois que cela nous est arrivé. Nous marchons, nous sommes dans la rue et puis nous voyons une scène, par exemple, de personnes qui se tiennent par la main ou bien 2 enfants qui jouent. Et cette scène nous inspire et notre journée ne sera plus la même. Nous garderons ce sourire pendant toute la journée. Et donc, voilà pourquoi je dis que le travail du tuteur ne dépend pas du temps qu'il consacre, mais de l'intensité avec laquelle il travaille. Et le moment où il arrive à accompagner l'enfant ou l'adolescent, je crois que c'est un travail un peu ingrat en fait, parce que les résultats escomptés ne seront visibles que plus tard. Très probablement, le tuteur sème, place une petite graine, mais il ne verra pas le résultat final. Et donc, le tuteur, le facilitateur accompagne donc pendant un certain temps, c'est pas pour toujours, puisque l'un des objectifs à atteindre, c'est l'autonomie justement de l'autre. Il y a un autre aspect important qui a été souligné, c'est-à-dire comment promouvoir, développer la résilience dans un contexte si particulier comme celui que nous sommes appelés à vivre aujourd'hui, celui de la pandémie. Eh bien, il y a quelques mois, je crois que c'était au mois de septembre, octobre, j'ai travaillé avec des différentes organisations sur cette question. Et alors, comme la résilience, nous l'avons vu, c'est naviguer dans la tempête et pour pouvoir développer développer la résilience, eh bien, il faut ajouter cette approche à nos pratiques quotidiennes, c'est-à-dire faire une analyse du contexte à partir des facteurs de risque et des facteurs de protection. Et voir quels sont les objectifs que je souhaite atteindre, quelles sont les ressources dont je dispose. Bien sûr, cette année a tout bouleversé et maintenant les besoins
de base, les besoins élémentaires des personnes ne sont plus les mêmes non plus. Et donc, pour déclencher une résilience, un processus de résilience aujourd'hui, il faut revoir nos objectifs de travail, revoir les instruments, les outils que nous allons utiliser et voir surtout quelles sont les choses positives et quelles sont les choses négatives, quelles sont les nouvelles vulnérabilités, quels sont les nouveaux facteurs qui peuvent menacer le processus de résilience. Et puis, pour ce qui est des enfants et des adolescents qui peuvent être des tuteurs d'autres enfants, d'autres adolescents. Oui, ils seront des tuteurs implicites, notamment, peut-être explicites dans certains cas, mais c'est-à-dire ces personnes, ces enfants, ces adolescents peuvent aider l'autre sans s'en rendre compte. Avec le lycée, nous avons travaillé en Espagne sur un programme de résilience interactive avec des adolescents et leurs éducateurs. Et ça a été vraiment une expérience extrêmement intéressante et qui correspond justement à ce souhait de rendre les adolescents plus conscients du fait qu'ils peuvent être à leur tour des tuteurs. Et donc, il faut tenir compte là du stade de développement. 130 años de legado en el mundo, se crearon algo que se llama las microcomunidades en las instituciones. La pédagogie amigonienne, c'est une pédagogie qui a une histoire de 130 ans déjà. Et donc, c'est ainsi qu'ont été créées les micro-communautés au sein des institutions de pédagogie institutionnelle thérapeutique. Et donc, l'entraide entre pairs, entre égaux est très importante, donc, et c'est ce qu'on appelle l'aide d'une sœur aînée ou d'un frère aîné. Et lorsque nous accueillons donc ces jeunes, ces enfants complètement désorientés, et bien, es una figura muy importante que la toman muy en serio va s'occuper, va accueillir cet enfant, cet adolescent désorienté. Et donc, c'est la cohabitation qui est importante. Et cet aîné est une figure très importante. Et le travail de rapprochement permet donc de créer cet espace sécurisé et pour l'enfant adolescent désorienté. Voilà un petit peu ce que je souhaitais partager, le témoignage que je souhaitais partager avec vous. Alors, merci Angelica. Oui, c'est très intéressant en effet. Et cela correspond très bien à ce que nous disions. Très souvent, on adopte une figure très semblable. Par exemple, lorsqu'on travaille dans des contextes de toxicomanie, alcool, drogue, etc. Donc, un éducateur qui, à son tour, a un vécu de toxicomanie. Et donc, c'est un modèle qu'on emploie souvent. Alors, pour ce qui est de notre temps maintenant, je vous propose de passer à la prochaine, à la troisième partie de cette présentation, et puis après nous pourrons consacrer un peu de temps aux questions-réponses. Alors, je sais, le temps n'est jamais suffisant. Lorsqu'on parle de résilience, nous aurions dû prévoir beaucoup plus de temps. Alors, pour conclure, pour ce qui est des tuteurs, il ne faut pas oublier, nous avons parlé de la complexité de ce processus, et il ne faut pas oublier donc que notre comportement a un impact sur les enfants et sur les adolescents. Et donc, ma conduite aura un impact, et il ne faut pas l'oublier. Je dois bien me connaître, je dois bien gérer mes émotions,
parce que tout cela aura un impact. Et puis, le tuteur doit constamment se demander comment il peut améliorer ses pratiques et comment il peut améliorer l'environnement de l'enfant ou de l'adolescent. Donc, c'est une caractéristique importante, c'est-à-dire être capable de se demander qu'est-ce qu'il faudra changer, qu'est-ce qu'il faudra adapter. Bien entendu, l'empathie est toujours précieuse. C'est un outil fondamental pour établir un rapport, une relation avec l'autre. La discipline, il ne faut pas oublier que la discipline est nécessaire. Les règles sont nécessaires. Les enfants, les adolescents ont besoin de règles. Mais attention, cette discipline ne doit pas devenir un autoritarisme ou bien une intimidation ou bien se transformer en humiliation. Ce sont des choses très différentes. Donc, la discipline est nécessaire, mais il faut éviter à tout prix les pratiques d'autoritarisme. Les enfants, les adolescents ont peur de se tromper, ont peur de commettre des erreurs et cela représente un obstacle à leur développement. Et donc, il faut faire attention parce que cela peut leur empêcher de découvrir leur potentiel, leurs compétences. Il faut leur faire comprendre donc qu'on peut se tromper, que tout le monde se trompe et qu'à partir de ces erreurs, on peut s'épanouir, grandir et se développer. Et puis, il faut être également capable d'identifier, de renforcer les compétences. Les enfants ne les voient pas toujours. Nous devons être capables, nous, en tant qu'éducateurs, nous devons être capables d'identifier ces compétences, même chez l'enfant le plus rebelle. L'enfant le plus rebelle a des compétences, a des capacités. Il faut les identifier, les renforcer et les guider. Alors là, j'accélère. Pour vous parler des facteurs de risque et de protection. Alors, de quoi s'agit-il? Eh bien, j'en ai parlé à plusieurs reprises aujourd'hui. Lorsqu'on parle de résilience, on parle de facteurs de risque et de facteurs de protection pour la résilience, en vue de la résilience. Donc. Alors, il s'agit d'un ensemble de facteurs qui vont donner naissance à la résilience. Et donc, il s'agit d'un dialogue constant entre ces facteurs, comme les plateaux d'une balance. Donc, notre regard en tant que tuteur doit se poser essentiellement sur les facteurs de protection. Pourquoi? Eh bien, parce que c'est les facteurs de protection qui seront utiles pour réduire les facteurs de risque. Et attention, la présence d'un facteur de risque ne représente pas nécessairement un résultat négatif. Voilà pourquoi il est très important de travailler essentiellement sur les facteurs de protection. Alors, je vais vous en présenter quelques-uns, mais dans le matériel qui vous a été remis, vous avez plus de détails. Donc, vous avez des facteurs au niveau de l'individu, de la famille et au niveau communautaire. Alors, pour ce qui est de l'individu, il faudra parler de l'estime de soi. Et cela marche pour les enfants, pour les adolescents, mais également pour les adultes. Donc, une auto-estime appropriée, une bonne gestion émotionnelle. Donc, l'indépendance, l'autonomie, le sens que l'on donne à notre vie, donc la confiance, les liens qui se créent sont importants, donc des liens de confiance et qui ne soient pas des liens toxiques. ¿no? El tomar initiativa. Des liens qui peuvent se transformer en liens toxiques, qui peuvent nous brûler ou nous congeler.
el sentido del humor es fundamental, aprender a reírnos de nosotros la mismos, spiritualité, la capacité d'initiative également, la créativité, la flexibilité, l'humour également. Il faut apprendre à rire de nous-mêmes. Et cela n'implique pas une moquerie, une dérision, bien sûr. Et puis, la capacité de projection dans le futur. Et c'est là un aspect fondamental lorsqu'on parle de résilience. Et c'est ce qui nous permet de comprendre si un processus de résilience est effectivement en cours. Donc, cette capacité de projection vers le futur. Et puis, pour avoir une vision plus positive. Au niveau familial, eh bien, Walsh nous propose 3 domaines. Alors là, nous parlons de famille en tant que noyau. Et donc, il y a un système de croyances qui se développe au sein de la famille, c'est-à-dire trouver un sens à l'adversité. Cela se passe parce que nous sommes en train d'apprendre à vivre, donc à adopter une perspective positive sans perdre pour autant le contact avec la réalité, bien sûr. Faire preuve de flexibilité et de spiritualité. Et donc, ce système de croyance embrasse également la spiritualité et à tous les niveaux et au sens le plus large. Donc, l'adoption de rites, par exemple, dîner tous les soirs à la même heure, tous ensemble, ou bien prendre son petit déjeuner en famille. Et puis, l'organisation également. Donc, une connectivité, une cohésion entre les membres du noyau familial. Avoir accès aux ressources sociales, c'est-à-dire accès à des réseaux de familles pour affronter les moments les plus difficiles, voir quels sont les objectifs des familles, les objectifs à court et moyen terme. À long terme, c'est plutôt difficile, mais à court et à moyen terme, c'est faisable. Et enfin, la communication, c'est-à-dire il faut promouvoir une bonne communication au sein de la famille, une expression sincère, authentique et empathique. Peut-être parfois elle est sincère, mais elle n'est pas porteuse de respect pour autant. Et donc, capacité de communication pour résoudre de façon collaborative les problèmes, c'est-à-dire que toute la famille s'emploie à résoudre le problème et communiquer. C'est fondamental lorsqu'on parle de résilience au niveau du noyau familial. Et puis, enfin, la communauté, le niveau communautaire. Donc, un niveau plutôt macro. Et là, on parle d'estime de soi communautaire, donc à travers des pratiques solidaires. Donc, une communauté qui fait preuve également d'un sentiment d'appartenance. Donc, une communauté capable d'humour également. Et plusieurs auteurs parlent également de l'honnêteté de l'État. Donc, cela implique la création d'un cadre juridique qui fonctionne. Et là, cela reprend un petit peu la question qui avait été posée par, si je ne me trompe pas, par Béatrice. Voilà. Profesionales que trabajan con la resiliencia. Bonjour, Véronica. Je suis toujours ravie. Siempre va a estar desde un enfoque comunitario porque es ravie de ton o verdadero. Perfecto. La résilience est toujours communautaire. Elle adopte toujours une approche communautaire. Donc, est-ce que c'est vrai ou non? Absolutamente. Por eso te parece de que las escuchas más. Très bonne question. Cuando se empieza a tomar más terreno, au cours de ces dernières années, la résilience communautaire est devenue encore plus importante. Voilà pourquoi on en parle de plus en plus.
l'étude du contexte, la comunidad. Claramente, si hay una resiliencia comunitaria, donc, es más fácil y viceversa poder promover. Établir un dialogue entre individus et communauté. Bien sûr, s'il y a une résilience communautaire au niveau de l'individu, cela sera plus facile. Donc, mais du côté de l'individu, qu'est-ce qui se passe lorsqu'on travaille pour la résilience, parce qu'en fait, au niveau de l'individu, c'est un rapport 1-1 et pas un rapport 1 communauté. Et donc, bien sûr, le processus de résilience d'un individu aura un impact positif au niveau de la communauté, bien sûr. Et donc, la résilience communautaire et la résilience individuelle s'alimentent l'une avec l'autre. L'une ne peut pas exister sans l'autre. Les deux sont nécessaires. Il y a une autre question intéressante, c'est-à-dire pour ce qui est des processus résilients, si les processus sont courts, est-ce que cela signifie nécessairement que cela s'est bien passé, que cela a fonctionné? Est-ce qu'il y a un rapport avec le temps? Non, non. La resiliencia nace del individuo. Il n'y a pas de rapport entre le temps et la réussite. Il faut bien comprendre cela, en fait. La résilience naît chez l'individu, c'est-à-dire elle habite l'individu et elle est activée, déclenchée en partie grâce au contexte. Donc, sans le contexte, je ne peux pas activer la résilience, mais elle naît au niveau individuel, indépendamment des rapports étroits avec l'environnement. Et ainsi, chaque individu est différent, n'est-ce pas? Et donc, la résilience aussi sera un processus subjectif. Un processus subjectif. Et voilà pourquoi nous ne pouvons pas établir des délais, des échéances, etc. No significa que uno sea mejor. Certains processus dureront très longtemps, d'autres moins. Un processus de résilience d'un mois ou d'un an, ou même de 10 ans. Eh bien, cela ne signifie pas qu'un est meilleur que l'autre. Ce sont des processus de résilience. Eh bien, il y a une autre question qui, à mon avis, est intéressante. Nous appartenons à des organisations qui prêtent un service et qui... Claro, muchas veces sucede que uno, ¿no?, aplica el enfoque de la pourraient être des organisations résilientes. Ah, c'est une question très intéressante, en effet. Alors, bien sûr, on applique parfois l'approche de la résilience à l'égard de l'autre et très souvent on oublie de porter un regard sur nous-mêmes. Alors, comment générer des organisations résilientes? Eh bien, il s'agit d'une question que nous pourrions approfondir, qui demande en fait toute une formation spécifique. Mais il est bon qu'on se pose toujours la question de savoir quels sont les objectifs et puis prévoir également des espaces de participation au sein de la même organisation, c'est-à-dire des espaces de participation horizontale où il y a peu de hiérarchie, c'est-à-dire où toutes les personnes qui appartiennent à la même organisation puissent donner leurs opinions sans avoir peur des conséquences. Donc, un échange d'opinions. Et donc, l'espace de la participation est très important. Et il faut comprendre également que les personnes qui travaillent dans une même organisation sont des personnes qui vont au-delà de leur rôle au sein de l'organisation. Donc, il faudrait également prévoir des activités qui permettent de mieux se connaître au-delà et indépendamment du rôle de chacun au sein de l'organisation. C'est-à-dire, et cela
voy a tener, puedo acudir a me mi permet colega, en tant que puedo coopérateur pedir de ayuda a mi comprendre, colega. Algunas pequeñas pinceladas de cómo mes sí, émotions. Si je suis fatiguée, si je suis sur le point de perdre la patience, eh bien, Muchísimas je peux gracias m'adresser por à esta un collègue ponencia. pour demander son soutien, Que son aide. Voilà el un petit rol peu del comment on pourrait Estado donner naissance à un processus de résilience au sein de nos organisations. Ojo, Oui, atención, merci. yo no me entiendo, mi Oui, expertise es c'est un en thème resiliencia, en ámbito très complexe. socioeducativo, Alors, psicosocial, moi, je ne suis pas soy jurista, digamos, pero je ne son temas suis pas une complejos. experte en ces matières. Moi, je suis une experte Para dans le generar domaine cambios en el rol del Estado se necesita psycho-éducatif et tiempo, un psychosocial. proceso Je ne suis pas de une juriste tiempo y por lo il mismo s'agit là tiempo de thèmes extrêmement de complexes complejidades. et qui demandent beaucoup de Claramente, un temps Estado pour que générer respeta los ces derechos changements nécessaires. un Estado que va a Donc, potenciar o va a facilitar, como ya et dije, donc la promoción de la les thèmes qui sont resiliencia extrêmement de modo complexes. indirecto. Bien sûr, un État qui Recuerdan respecte les droits est un État qui los círculos de va Boston, faciliter al ou individuo, ¿no? renforcer le Los développement de la conscientes, résilience de façon indirecte peut-être. una familia, Alors, una vous comunidad, y se va souvenez alargando les y uno cercles de Bronfenbrenner? el aparato Donc, c'est estatal. ces cercles concentriques, Son procesos que se tienen alors l'individu, la que famille, la communauté, et puis ces cercles claramente s'élargissent. Et le dernier de ces cercles texto est représenté justement de par cada l'appareil de l'État. Donc, ce sont des processus qui relaciona se perfectamente développent peu áreas. à peu. Estado de Et donc, ciencia il faut bien comunitaria están en connaître niveles les contextes de chaque pays, de chaque nation. Et ahora donc, cela est lié également à la résilience communautaire. L'État et la résilience communautaire se trouvent à différents niveaux. Et donc, puedo dar una respuesta tan oui, tajante là, quelqu'un a de los indiqué le niveles modèle écologique. Oui, c'est vrai. Et donc, il se sont des Una thèmes última pregunta de extrêmement Valeria. complexes. Et donc, je ne peux pas vous donner une Hola, ¿qué tal? réponse Muchas gracias por el très espacio précise, très y todo lo que définie, estamos parce que aprendiendo. cela dépend des Eh, différents niveaux. Quería en realidad hacer un Alors, comentario a la la discusión question de Valeria. la pregunta. Bonjour, merci. Se Merci abre de en me donner relación la a qué possibilité de prendre experiencia la puede parole. tener el Merci pour tout ce Estado, que je suis en train d'apprendre. promover Alors, j'ai un resiliencia commentaire y bueno, concernant la dernière comentario question, en así fait, de puntos son cuestiones c'est-à-dire au separadas, ¿no? rôle Entender de l'État que una pour posibilidad de le poder développement de la résilience, usar la los promotion de la atravesamientos résilience que et sin duda voir un petit peu jusqu'à tienen quel las point intervenciones est-ce del qu'on peut Estado en affronter la vida cela de de las façon comunidades, de las séparée. personas, J'ai la puede ser pensar l'idée en elegir las políticas públicas. nous pourrions Este concevoir punto, cela de el façon Estado a través de sus croisée, políticas c'est-à-dire públicas voir, nous tiene un savons que interés l'État en a un llegar impact au niveau, bien a sûr, lo que tiene que ver de la con, communauté et des por personnes. ejemplo, en las Et donc, situaciones quel más pourrait être concretas notre plaidoyer del au vínculo niveau des pedagógico entre politiques estudiantes y docentes, ¿no? publiques Por nombrar una de las pour instituciones que donde el Estado les politiques de tiene l'État mayor incidencia. tiennent compte Y de entonces se me situations ocurre très que el enfoque en concrètes. Par exemple, resiliencia dans mon cas, puede ser le una lien línea incluso de pédagogique qui se capacitación crée a docentes, avec les a enseignants, tutores, a los etc. Et profesores l'État, là, peut avoir un impact, en bien Buenos sûr. Aires Et à mon es avis, cargo l'approche de docente, ¿no? Hay résilience docentes que están pourrait encargados de également hacer être tutorías inclus a los grupos y a dans los la estudiantes. formation Entonces, este des enfoque de resiliencia enseignants, puede ser una línea de donc, et des capacitación tuteurs, des de los éducateurs. Il y docentes. a Y existen otros programas de atención a des las infancias, professeurs a las qui doivent adolescentes, a las également familias. s'occuper de De sin duda, l'encadrement el enfoque de resiliencia
puede ser un cela instrumento de demande de leur intervención part en el une marco de formation spécifique programas peut-être, sociales, et programas de cela est lié acompañamiento, également à y también el tous Estado les tiene services una de presencia o suivi debiera tener des una familles presencia pour de rector l'enfance de la et política l'adolescence. Et donc, pública y de la política cela devrait infante. être De alguna manera me parece que prévu es dans un les programmes sociaux también d'accompagnement où podamos l'État nosotras retomar devrait desde nuestras être présent, organizaciones c'est-à-dire être en clave de incidencia de políticas públicas capable que podamos donc de hacer, diriger et d'orienter ces pensar estos politiques instrumentos, estos de l'enfance enfoques, et de una l'adolescence dans forma ce de sens. Et c'est un peu instalar ce que una nous devrions metodología, faire una forma de au niveau abordaje, de nos organisations. hacerlos visibles, digamos, generar como un instrumento para Revoir un la petit peu ces intervención. instruments, Me parece que ces, en ese punto el enfoque de ces derechos approches pour también se voir un petit cruza peu con el comment enfoque de la resiliencia. installer No une desde mi nouvelle punto de vista, pédagogie el qui enfoque de soit derechos no es solo un instrument un permettant marco des legal interventions qui de iraient reclamar dans o ce exigir, sens. sino también es un enfoque desde el cual poder À partir de diseñar mon point de políticas, vue, diseñar programas, l'approche basée sur les droits instrumentos ne concretos de représente pas intervención uniquement social. un cadre Esto me parece juridique, donde más se pueden mais complementar los distintos doit enfoques représenter y llevarnos al un punto cadre dans de la lequel des intervención y politiques de la devaient être cotidianidad. définies et dans lequel Eso également lo puedo lograr. des outils devraient être Gracias, Valeria, créés por tu pour intervención rendre toutes ces tan approches perfecta. Solo complémentaires agrego lo que tú pour ensuite decías, une en ese intervention sentido es effective. importante Merci. la colaboración con otras redes, Merci. ¿no? La Merci Valéria pour colaboración cette con otras organizaciones intervention, pour ce partage. Oui, con las c'est vrai. comunidades y de colaboración La también con collaboration LGTB. est importante. La collaboration avec d'autres réseaux, Quedarse notamment solo avec enfocado d'autres en organisations, la el collaboration colaborativo avec también les communautés et la collaboration donc au niveau de plaidoyer pour les politiques. Donc avec l'État, donc collaborer et s'ouvrir à d'autres acteurs, puisqu'il s'agit là de facteurs qui contribueront a développer la résilience. Por un lado, hay test, por ahí también alguien preguntaba sobre cuantitativo y Alors, comment cualitativo. évaluer la Que résilience, ayuden le también a processus de evaluar la résilience? resiliencia. Et puis, Ojo, quelqu'un a posé une question également au niveau quantitatif et qualitatif. Alors, il y a bien sûr des tests qui permettent cette évaluation, mais il faut faire attention. Hay test cuantitativos y también hay test cualitativos. Hace poquito salió, por ahí preguntaba, il y a plusieurs tests en fait qui permettent une certaine comparaison des tests donc qualitatifs et d'autres qui sont quantitatifs. Alors, il y a les tests de Eugenio Saavedra qui justement peuvent représenter un outil très utile. Alors, mais pour une bonne évaluation, il faut d'abord que je connaisse les objectifs que je veux atteindre, quels sont les résultats que je veux obtenir. Et à partir de ce moment-là, je pourrai construire l'espace, l'environnement qui me permettra donc de faire une évaluation qualitative et quantitative. Donc, qui me permettent une évaluation à partir d'une checklist, par exemple, c'est-à-dire aptitude, comportement, etc., ou bien à travers une activité créative, expressive. Et à partir de cela, j'obtiendrai des informations utiles pour l'évaluation. Et puis, il y a d'autres instruments d'évaluation également. Bien sûr, je ne peux pas approfondir la question maintenant, mais par exemple, pour ce qui est des enfants en situation de rue, eh bien, cómo dar un contexto seguro, cómo trabajar también, ¿no? Después, cuando se
este niño tiene que volver a su familia au cuando quiere début, volver a su c'est-à-dire familia o l'environnement, cuando l'importance esa de familia l'environnement et donc l'importance no de créer un puede contexte no sécurisé. Et podemos puis lorsque l'enfant doit ou una veut persona olvidando el resto. retourner dans sa famille ou dans sa Hay una communauté, vous savez très bien vez quels sont les el tema problèmes puisque social del vous contexto de vivez la cela jour après jour. On ne peut pas, comme je vous disais, nous concentrer sur une personne en oubliant son contexte, en négligeant tout ce qui l'entoure. Et donc, voilà pourquoi il nous faudra approfondir le contexte social, familial de la personne. Et voilà pourquoi, de plus en plus, les projets basés sur une approche de résilience incluent tous ces éléments. Et donc, ce sont des projets qui tiennent compte des différents environnements et qui sont capables de dialoguer avec les différents acteurs. Moi, je travaille avec les enfants peut-être, mais je pourrais collaborer avec une autre organisation, par exemple, qui travaille avec les familles. Et ensemble, nous pouvons affronter les mêmes cas. Et donc, il s'agit de construire quelque chose ensemble. Et voilà pourquoi l'environnement a de plus en plus d'importance et voilà pourquoi la résilience communautaire est devenue également très importante. Et c'est ce qui ensuite permettra d'exercer une action de plaidoyer auprès des États. Nous vivons dans un monde qui est global et donc nous devons comprendre que pour aller de l'avant, il faut être en contact, il faut collaborer avec toutes les organisations qui travaillent dans le même domaine. Et nous devons donc apprendre à collaborer, à travailler ensemble avec d'autres acteurs. Je crois que nous pouvons conclure ici. Oui, Véronica, merci infiniment pour cette session qui nous a permis de mieux nous connaître et surtout de réfléchir ensemble. Merci pour cette dynamique. Merci, car cela nous confirme et renforce notre souhait de continuer à travailler ensemble.